Merci de m'accueillir pour cette présentation Tenons l'accessibilité à bout de bras, où je vais vous parler un peu d'accessibilité, mais surtout vous présenter des outils pour vous simplifier la vie, j'espère, quand vous avez besoin de faire un développement accessible. Alors déjà, pour savoir un petit peu qui vous êtes, qui a déjà fait du développement web avec une contrainte d'accessibilité? Ah, vous n'êtes pas nombreux. Qui a reçu une formation pour pouvoir la faire au moins une demi-journée? Et qui a vécu ça comme une contrainte d'accessibilité sur son projet? C'est marrant, il y a des gens qui ont vécu ça comme une contrainte alors qu'ils ont pas eu à faire déjà l'accessibilité. Donc ça c'était pour savoir qui vous étiez. Maintenant, qui je suis? Je suis Cédric Gallo, consultant et formateur freelance. Vous pouvez me voir sur le web avec l'une ou deux de ces têtes. J'ai une préférence pour celle de gauche, mais il paraît qu'elle n'est pas grondeuse. Les liens Twitter, GitHub et le site internet qui vont bien. Comme vous, je suis développeur JavaScript, je m'intéresse évidemment à tous les frameworks du moment, mais j'ai toujours été surtout un fan absolu de Vanilla. Et en tant que développeur, je rejoins un petit peu Benjamin, j'aime mes outils, et pour moi un outil c'est quelque chose qui me fait gagner du temps. L'intégration continue étant le meilleur exemple de gain de temps qu'on peut trouver, et il faut faire l'intégration continue, y compris sur les développements web, c'est très important. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut intégrer l'accessibilité dans notre process d'intégration continue pour que ce soit moins une contrainte, voire plus du tout une contrainte. Donc une petite introduction sur l'accessibilité, qui visiblement est nécessaire, vu que tout le monde ne connaît pas. La présentation du gros morceau qui est Tenon.io, qui est un outil assez sympa, mais pas gratuit. Et une extension Chrome qui, à l'instar de Lighthouse qui a été présenté tout à l'heure, permet de faire des audits d'accessibilité de nos pages avec notre outil de développement préféré. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? L'accessibilité, c'est ne laisser personne sur le côté, s'intéresser à tous les types d'utilisateurs qui sont susceptibles de parcourir votre site ou votre application, que ce soit un intranet, un internet, un site web, peu importe. L'accessibilité en France, c'est une loi d'accès aux services publics, à la fois en physique et sur Internet. Sur cette loi de 2005, l'article 47 est dédié au fait que les services publics sur Internet doivent être accessibles. Depuis, bon, j'en reviendrai plus tard, mais surtout, en tant que développeur, on crée le web, on l'enrichit, et le web, ça devrait être un bel endroit où se promener, et ce, même si on est handicapés, aveugles ou autres. Et c'est à nous, développeurs, de porter la responsabilité de rendre le web accessible et tous les outils accessibles. On nous paye pour le faire ou non. Comment on peut faire pour rendre le monde meilleur? C'est un ensemble de bonnes pratiques, c'est du bon sens qu'on peut avoir dans une formation sur l'accessibilité. Et le Home Office Digital a publié il y a quelques mois sur leur GitHub un ensemble d'infographies pour handicap par handicap, donner les guidelines principales pour faire du développement accessible. Certaines guidelines vont se recouper de l'un à l'autre des handicaps. On pense souvent aux aveugles quand on fait du développement accessible, effectivement un handicap très lourd. Il y en a d'autres, il y a les autistes, les dyslexiques, les troubles de la vue, mais pas au niveau de la cécité complète. Les sourds et malentendants, tous ces gens-là utilisent Internet et ils ne l'utilisent pas de la même façon que nous. Ah, et on est là, c'est cool. Un petit peu d'histoire sur le web. Le web, l'accessibilité, ça a commencé en 1996, quand le W3C, qui est l'organisme qui régit notre quotidien, vu que c'est eux qui décident ce qu'est et n'est pas le web, a sorti la Web Accessibility Initiative, WAI. C'est la première fois où on a parlé d'accessibilité sur Internet. Les Américains, qui sont assez pointilleux sur tout ce qui est juridiction et autres, ont dès 1998 publié leur propre loi, qui est la section 508, pour l'accès aux informations électroniques et technologiques, ce qui inclut bien évidemment le web. Aujourd'hui, beaucoup d'organismes américains découvrent l'accessibilité quand ils reçoivent une petite convocation au tribunal pour non-respect de la section 508 alors qu'ils y étaient tenus de par leur taille ou autre. Ça va probablement arriver en France d'ici quelques années également, même si on est moins procédurier.
d'accessibilité s'étendant depuis l'année dernière aux entreprises, aux grosses entreprises. Le WCAG 1.0 a été la première spécification technique sur comment rendre le web accessible. C'est donc l'ensemble des recommandations du W3C pour qu'une page soit dite accessible ou non. C'est là que les attributs alt sont devenus obligatoires pour de vrai sur les images, même si ça l'était déjà pour des problématiques de référencement. C'est aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de recommandations qui se recoupent entre référencement et accessibilité. Et donc WCAG 1.0, ça a été le premier outil mis à disposition des développeurs web pour faire de l'accessibilité. Donc en France, je reviens sur la loi de 2005 vite fait, en même temps qu'on a publié la loi, on a également mis en place un référentiel, le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, il est arrivé avec la loi, c'est l'aspect RGRA, et ça c'est à la fois un ensemble de tests à faire sur les applications pour vérifier, valider leur accessibilité, et également de recommandations techniques pour que nos pages le soient. Mais la date la plus importante, celle que moi je préfère personnellement, c'est celle de 2006, car l'ONU a déclaré l'accessibilité de droit universel. Et là, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure, c'est notre responsabilité de développeur web de rendre le web meilleur. Et c'est exactement ce que l'ONU a tenté de déclarer en 2006. Alors après, les pouvoirs de l'ONU sur le tout à chacun de nos entreprises et de nos organismes publics est certes modéré, mais c'est vraiment une volonté de dire ce que les individus ont le droit de faire ou non. Et effectivement, tout le monde devrait avoir les mêmes droits, à minimum quand on est sur Internet, quelle que soit notre situation. Les évolutions des spécifications du W3C en 2008 et en 2014, c'est parce qu'il paraît qu'en 2005-2006, le web il a un peu évolué, avec Ajax qui s'est démocratisé, avec les single page applications qui sont arrivées, avec les rich internet applications. Donc 2008, c'est le début de la spécification WARIA qui a été officialisée en 2014 parce que W3C aime bien prendre son temps. Et ces deux spécifications sont là pour dire comment transformer nos applications à base de div et de span en véritables applications accessibles, puisque quand un bouton est une div, un utilisateur qui n'a pas une souris et qui ne voit pas le bouton ne sait pas que ce bouton est une div. Avec ARIA, on va pouvoir venir redire que cette div est un bouton. C'est le contraire. Enfin, c'était le contraire avant. Et la date qui vous manque, c'est 2015, qui est la mise à jour de la loi française et la sortie de RGA V3. Et donc de l'extension de l'accessibilité aux services publics vers les entreprises d'une certaine taille également. Alors, qui c'est qu'on cible quand on fait un développement accessible? Et bien, en premier lieu, c'est les utilisateurs qui composent la majorité de la population, c'est-à-dire ceux qui voient, qui ont une souris, un écran. Ça fait partie du public ciblé d'accessibilité. Il ne faut pas faire l'accessibilité au détriment des autres utilisateurs. On ne sabote pas son application parce qu'on développe également pour d'autres types d'utilisateurs. Mais il faut quand même penser aux autres, que ce soit des handicapés physiques ou mentaux, des malvoyants ou des aveugles. Et une population qu'on oublie souvent, c'est les sourds ou malentendants. Aujourd'hui, le web, il y a beaucoup de contenu multimédia. Et quand on publie une vidéo, par exemple, et ben, c'est tout bête, mais mettre une sous-titre dans la langue d'origine, vous publiez une vidéo en français, vous incluez une piste de sous-titres en français à destination des sourds et malentendants. C'est juste ce genre de choses pour penser à l'accessibilité. C'est également cibler un public international. Ça, on a tout le temps eu l'habitude de le faire sur les applications, mais ça fait aussi partie de l'accessibilité. La langue est une barrière. C'est pas un handicap, mais c'est une barrière à l'accessibilité. C'est vraiment penser à tout le monde. Du coup, l'accessibilité, ça va passer par deux choses. Apporter le contenu et recevoir l'information de nos utilisateurs. Pour apporter le contenu, on a bien évidemment l'écran, et aujourd'hui c'est devenu un systématisme sur nos applications parce qu'on peut QQP, mais également d'autres formes de résolution, support. Mais ça va également être la sortie audio, comme sur le plugin Atom de Benjamin tout à l'heure. On pourrait le détourner à l'utilisation d'accessibilité pour qu'un utilisateur ait un retour audio de son utilisation dans Atom. Le braille, ou les revues d'écran, qui est de nouveau une interface audio, mais également
et ça on a tendance à l'oublier parfois, et je vous invite à vous tourner vers vos équipes de UX et design et ergonome, les contrastes des applications. Parce qu'un aveugle, certes, ça n'est pas forcément adapté à utiliser nos sites, mais rien qu'avec le taux de contraste, on peut perdre jusqu'à 10% de la population qui souffre de déficience visuelle partielle. Et là, on parle vraiment d'une grosse minorité ou d'une petite majorité des personnes. Il va aussi falloir recevoir l'information de l'utilisateur. Et donc pour ça, on a bien évidemment la souris, qui est l'accessoire que je vous invite à mettre dans votre poubelle dès que vous avez un développement avec une contrainte d'accessibilité. Parce que juste se servir que de son clavier, déjà, on franchit une étape pour réaliser un développement accessible. Ça va être, encore une fois, pour les terminaux mobiles, le Gestures. Le clavier, qui vient au secours à la souris. Et si vous avez suivi un petit peu le CES 2017, où la French Tech était bien représentée, le grand vainqueur de la nouvelle interface homme-machine est aujourd'hui la voix, avec les Siri et autres outils de ce style. Si votre application web a fait tout ça, félicitations, vous avez gagné, vous êtes parfaitement accessible et vous touchez 7 milliards d'utilisateurs potentiels. Alors c'est bien beau de dire ce qu'il faut faire, maintenant comment je fais? Alors là j'ai pas de solution. Par contre, je peux vous dire ce qui peut vous aider à tendre vers ça. Ce sont des outils, et ça va être l'objet de cette présentation. Je vais vous en présenter deux parmi cette petite liste, qui ont leur spécificité, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Tenon et Chrome. Tenon.io, son but, c'est de simplifier le développement accessible en faisant un audit pertinent, mais surtout qui ne coûte pas, qui ne nuit pas à la mise en place de votre process de développement. C'est une mise en place rapide et simple. Ça se présente sous la forme d'un web service, qui est une API, et qui va venir auditer votre site. Accessoirement, ils ont une interface cliente pour les résultats que vous pouvez utiliser ou non, puisque l'API vous retourne un JSON, ou alors la vue graphique. Pourquoi Tenon.io et pas un des autres outils que l'on trouve sur le site du W3C? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, Chrome sort une version headless, c'est exactement ce que fait Tenon.io, c'est qu'ils vont tester votre site avec un navigateur headless et donc jouer le code JavaScript de votre application. Ce qui fait que si vous avez des transformations du DOM qui sont appliquées, vous n'avez pas une bête analyse statique de votre page HTML, mais bel et bien le résultat final transformé par JavaScript, ce qui peut permettre de valider certains écueils d'accessibilité ou non. Par exemple, sur un autre outil que j'ai pu tester, sur mon propre site, l'outil m'a dit que mes images n'avaient pas de balise SRC, qui est un élément mandatory sur la balise IMG. C'est parce que cet attribut SRC, je le positionne en JavaScript. Une analyse statique de mon HTML dit infraction à l'accessibilité, sauf que mon site a bel et bien la balise SRC positionnée, elle s'est juste faite en post-traitement plus tard après le chargement. Donc le gros intérêt de Tenon, il est là, c'est de pouvoir exécuter votre code JavaScript sur la page et donc d'avoir une photo réaliste de votre application. Tenon fait quoi? C'est essentiellement c'est un outil basé aux États-Unis, donc c'est essentiellement à destination des clients américains. Donc ça couvre la section 508. Accessoirement, la section 508 se recoupe avec le WCAG 2.0. Tenon va jouer 140 scénarios de test pour 1200 assertions. C'est assez complet. Ça couvre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai présenté les différentes spécifications, mais que ce soit RGA, que ce soit WCAG, il y a des notes d'accessibilité qui vont A, AA, AAA. C'est comme la dette des pays. Le niveau AAA étant le plus haut niveau d'accessibilité que vous pouvez atteindre, le niveau A et AA étant moindre. C'est très difficile d'automatiser intégralement les tests AAA parce que ça nécessite un peu d'interprétation et de libre arbitre. Certains tests AAA sont automatisables, mais pas tous. Pour ce qui est du AA, c'est presque intégralement couvert par Tenon. Ils ont la liste exacte de tous les tests qui couvrent et qui ne couvrent pas. Je vous invite à aller la voir sur leur site si vous êtes intéressé par l'accessibilité. Donc comme je disais, les ordinateurs qui sont des machines ne sont pas capables de faire preuve de libre arbitre et donc ne sont pas capables de tester des choses non automatisables. Par exemple, c'est simple de dire qu'une vidéo n'a pas de sous-titres, sauf si les sous-titres sont intégrés dans le flux.
Donc je ne suis pas capable de dire si une vidéo est destinée aux sourds et malentendants ou pas automatiquement. S'il y a une piste de sous-titres externe, je vais pouvoir dire elle est présente, donc je couvre. Par contre, je ne peux pas dire de manière absolue, si je suis une machine, que la vidéo n'est pas un contenu accessible. De la même façon, si vous avez des images qui contiennent du texte, les OCR aujourd'hui progressent bien, on va y arriver, mais pour l'instant ça reste très difficile d'automatiser si les images sont du contenu textuel ou non. Accessoirement, les OCR ne sont pas encore intégrés en revue d'écran ou aux sorties braille, donc ne vont pas être accessibles à des utilisateurs aveugles. Donc une image, un outil automatique qui dit que c'est une image, c'est une information graphique, sauf que si elle contient du texte, en réalité, mon site est inaccessible de ce point de vue-là pour toute une catégorie d'utilisateurs. Une petite présentation de l'API, c'est simplissime, on s'inscrit sur le site de Tenon, on récupère un jeton d'API qui va nous servir dans toutes les requêtes qu'on va y envoyer. On requête le service soit avec des URL si notre application est disponible sur Internet, soit avec des fragments de source si ça n'est pas le cas, et on analyse les résultats. La requête va avoir à minima 2 paramètres, la clé d'API pour vous facturer, et soit la source, soit l'URL pour tester, pour dire ce que vous devez tester. Toute une catégorie de paramètres optionnels, le fragment servant en combinaison avec SRC à dire si vous analysez une partie de la page ou non, si c'est la page complète ou seulement une partie. Si vous mettez fragment à vrai, enfin en l'occurrence à 1, et que vous envoyez en réalité toute la page, la machine va vous faire des résultats complètement abracadabrantesques et ressortis à la mode ces derniers temps. Ce sera le cas. Certaines keys et priorities vont vous servir à filtrer vos résultats selon le degré de certitude, et pour la priorité, c'est un filtre arbitraire de Tenon pour dire oui, c'est très critique ou pas critique. Le certainty, c'est l'outil quand il dit là je pense que c'est inaccessible pour telle raison. Des fois, il émet une note pour dire s'il est sûr à 100% ou pas. Et donc, on peut exclure les taux d'incertitude de l'outil grâce à ce filtre si on a vraiment beaucoup d'erreurs. On va le voir tout à l'heure avec un exemple. Le level, c'est le niveau d'accessibilité à tester, A, AA, AAA. Même s'il y a peu de tests automatiques AAA, il y en a quand même quelques-uns. Store, c'est pour informer l'API de stocker ou non les résultats, en fonction si vous voulez. Project ID va vous servir à, si vous testez plusieurs applications, séparer les rapports en plusieurs projets, tout simplement. Doc ID va être généré par l'API si vous ne le passez pas, et c'est pour identifier de manière unitaire votre page, votre test. Ça va être pratique si vous faites de l'analyse par SRC. Si vous retestez plusieurs fois le même fragment parce que vous évoluez dans le temps, vous maintenez votre Doc ID. Wait for, c'est si vous avez du long JavaScript à exécuter, vous demandez à l'API de démarrer son test un peu plus tardivement. Attention à ne pas prendre un timeout de la part du service. UAstring, c'est pour simuler un navigateur plus qu'un autre, si vous avez des détections par user agent au sein de votre site. Par défaut, ce sera Chrome. Et Viewport 8 et WIS pour les résolutions d'écran, pour si vous faites du responsive design, tester selon plusieurs cibles. Donc c'est assez complet. Ça produit une réponse donc, qui est un JSON, où on va vous récapituler l'ensemble des informations sur la requête. Éventuellement, si vous avez des erreurs de la part du Web Service Tenon, vous les trouverez dans la réponse également. Mais surtout, vous allez avoir un résultat avec le nombre d'issues et la nature des issues de non-respect d'accessibilité que vous pouvez avoir. Pour tester un site public avec Tenon, c'est simple, on liste l'ensemble des URL qu'on veut tester, on les envoie une par une au web service et on récupère les résultats JSON. Ça se scripte très bien dans n'importe quel langage de script ou non, d'autant que Tenon fournit des connecteurs pour la plupart des langages existants. Un chouïa plus compliqué, c'est si on veut tester quelque chose qui n'est pas disponible sur Internet, que Tenon ne peut pas requêter depuis son site de New York. Dans ce cas-là, ça va être à nous de produire les contenus que l'on veut tester, et on va les requêter en SRC et non pas en URL. Encore une fois, ça peut se scripter.
Comme c'est un web service, on peut aussi le rajouter dans notre chaîne de test end-to-end, que ce soit avec Selenium ou autre, en interrogeant le web service. Et encore une fois, sur Tenon, il y a un connecteur Selenium qui existe. Et la petite nouveauté de janvier, ils ont rajouté un script à la Google Analytics. Vous l'incluez dans les pages que vous voulez tester. Et si la page a été modifiée depuis la dernière fois qu'elle a voulu être auditée par Tenon, alors une requête est automatiquement émise. Donc vous intégrez le script sur l'ensemble des pages que vous voulez tester, lors de vos tests d'intégration par exemple. Vous faites votre test d'intégration et vous interrogez automatiquement le web service et vous avez automatiquement le rapport de Tenon. C'est presque magique, mais il y a un défaut, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est que c'est pas gratuit. C'est pas exorbitant non plus, mais c'est pas gratuit. Le nombre d'utilisateurs, on s'en moque un peu, vu que le but c'est d'intégrer dans une chaîne d'intégration continue. Un utilisateur, ça suffit largement. Par contre, ce qui est déterminant, c'est le nombre d'appels à l'API. Alors on peut déjà tester pour voir si ça fait le travail pour notre application avec un compte de test de 30 jours. C'est déjà bien de pouvoir tester. Par contre, si on veut durer dans le temps ou si on veut vraiment faire beaucoup d'interrogations, il va falloir se diriger vers du pricing ou utiliser un autre outil. Je vais tenter de faire un exemple. Au début, je voulais le faire sur le site de Range.js, mais j'ai découvert que Range.js c'était juste une page, et donc ça perd un peu son intérêt en sens chaîne de test automatique. Du coup, j'ai voulu le faire sur mon propre site, parce que le but du jeu n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit en prétendant que leur site est inaccessible et que c'est pas bien. Sauf que mon site a assez peu de mauvais résultats, il en a, je ne suis pas parfait. Et ce matin, il m'est venu une idée. D'un truc qui est presque public, mais pas totalement. Et j'ai voulu jouer avec eux. Et du coup, on va mettre en place Tenon sur leur partie blog, si ça se passe bien. Et ce matin, je l'ai joué sur leur partie site pour avoir des résultats. Si ça se passe mal. Alors avant de commencer, un petit peu de code Node.js sur comment j'utilise Tenon personnellement, assez simplement sur mon site. Je récupère mon sitemap, je le transforme légèrement pour ne récupérer que les URL de mes pages. Le substring avec des valeurs en dur, il ne faut surtout pas faire ça, c'est pour virer les chaînes en début des lignes. Ah, c'est intéressant, j'ai perdu l'écran, je m'excuse, je mets ça. Apply. C'est bon. Donc ce qui me donne la liste des URL des pages de mon site, sans me poser de questions si j'en rajoute une ou pas, ça arrive automatiquement. Ce qui est important, c'est la partie analyse et traitement des résultats. Donc la fonction analyze URL et la fonction under_results. Analyze URL fait quoi? Il fait l'interrogation au web service de Tenon en passant l'URL et mon API key. Donc une bête requête post traitée en deux promesses. J'envoie la query string en post. Et le traitement de résultat, c'est d'écrire dans un fichier de results.json l'ensemble du retour de l'API de Tenon. Rien de sorcier, code JavaScript de base. En même temps, interroger une API, c'est pas très compliqué. Pour tester les blogs de la French Tech, Saint-Malo, on va commencer par créer un project ID qui va bien. Qu'on va donc appeler French Tech Blog, que je vais passer en tant que valeur de project ID lors de ma requête à l'API. Je teste pas d'URL en mode graphique. Je soumets le projet. Et j'ai récupéré au préalable tout à l'heure la liste des URL dans le sitemap.xml. Je l'ai inséré dans mon script dans un beau petit tableau de base, bête et méchant, pour faire mon requête analyze URL et under_results. Et donc on va aller
voir quoi que je l'ai mis dans le terminal. Ok. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut envoyer des requêtes jusqu'à New York et qu'elles reviennent. Alors j'ai des erreurs déjà. C'est pas fini. Bon, certaines requêtes ne sont pas passées. J'aurais pas de résultat de JSON déjà. Donc là, l'idée derrière, c'est mon petit script Node.js. Je le rajoute dans ma chaîne Jenkins ou Travis. Et ça me fait les tests automatiques à chaque commit en fonction de la tarification que je prends. On voit les erreurs qui grandissent sur French Debug. C'est pas fini. Pour gagner du temps, on va aller voir ce que j'ai fait ce matin. Et donc là, on a un exemple de relativement mauvais élève, ou pas. Alors, je n'ai pas présenté le dashboard. Internet est mal, à cause de mes requêtes de l'autre côté. Rendez-le Wi-Fi, sur le dashboard, vous avez un résumé de l'ensemble de vos projets, de vos dernières analyses. L'historique va, bien sûr, lister toutes les requêtes que vous avez envoyées. Donc voilà, on voit qu'en règle générale, j'ai 14 erreurs par page en moyenne sur tous mes projets. Si je filtre sur FrenchTech, c'est un petit peu plus, etc. Vous pouvez découper tous vos projets. L'interface est relativement moderne. Le Red.js, c'était combien? Red.js, il y avait 2 petites issues de rien du tout. D'autant que, quel que soit l'outil de d'accessibilité que vous prenez, c'est un indicateur. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il vous dit. C'est comme quand vous mettez SonarCube sur un projet, ça vous dit ouais, vous avez plein de non-respect des bonnes pratiques telles que moi je l'ai décidé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il faut aller voir, le prendre comme un indicateur et traiter ou non. Donc plus intéressant, la page de résultats. On va dire que ça c'est fini. Donc là, vous allez avoir là-dessus l'ensemble des erreurs regroupées par nature, petit rapport. Vous pouvez le récupérer en CSV également si vous avez besoin. Et surtout, où est-ce qu'elles sont? Vous pouvez avoir les erreurs page par page. Je vais les chercher là. Donc j'ai pris quelques 500, celles-là n'ont pas été scannées. Hop, en voilà une. On va aller voir à cette page. Donc là sur un blog c'est un peu biaisé, hein. Elles vont tout avoir sensiblement le même résultat parce que les pages vont être décloses les unes des autres. Ça c'était une erreur, c'était le lien direct, il fallait faire du résultat. Le mec il est très bien son outil. Voilà, donc vous avez un joli rapport sur la conformité ou non de votre site par rapport aux règles d'accessibilité du WCAG, AAA ou AAA. Plus proche de nous et surtout plus gratuit, la Chrome DevTools Accessibility Extension va vous permettre de faire sensiblement la même chose que ce que vous faites avec Tenon, mais beaucoup plus à la main. C'est-à-dire que comme pour Tenon, vous allez pouvoir avoir une photo code JavaScript intégralement exécuté de votre page, puisque vous êtes dans Chrome, et que vous le faites à un instant T donné de l'état de votre page. Il est jouable, il est également scriptable avec A11Y, mais vous aurez besoin d'un Selenium et d'un Chrome d'installer sur votre machine. Pas totalement headless. Beaucoup moins de tests, mais les recommandations les plus élémentaires sont toutes couvertes et il va vérifier aussi la bonne implémentation d'ARIA. Tenon le fait également, mais si vous utilisez ARIA, il le prend en compte dans ses tests. La liste exhaustive des règles de test est également donnée sur le site. Pour l'installer, comme n'importe quel plugin Chrome, on va sur Chrome Web Store, on clique sur le bouton et c'est disponible.
et on va tester un cas concret. Tout le monde connaît la Chrome DevTool? Pas l'accessibilité, hein, la Chrome DevTool de base. En gros, ce que vous avez quand vous demandez le conseil. Range.js, un site qui est bien, il faut s'inscrire. Donc la Chrome DevTool se présente comme ça, on ne la présente plus. J'ai encore oublié le timer. Vous avez bien sûr votre inspecteur HTML, JavaScript, etc., réseau. Et vous avez une section audit qui allait bien parce qu'elle permet de faire des audits réseau et de performance. Et si vous avez installé le plugin d'extension d'accessibilité, de faire également un audit d'accessibilité de votre page. Il va passer ses règles, vous dire lesquelles sont en échec, en warning ou autre. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est outre le fait qu'il vous donne l'information sur le code HTML fautif, c'est le lien vers la règle en elle-même qui explique également comment résoudre, et ça fait gagner du temps pour vite corriger pendant qu'on est en phase de dev. Contrairement à Tenon qui arrive encore un peu plus tard parce que c'est plus sur la phase de test, si vous le faites à chaque commit, vous risquez d'exploser votre pricing très rapidement. Là, on est vraiment en phase de dev. Par contre, il y a moins de règles et ça ne vous permet pas de valider votre conformité avec la section 508 qui, comme vous travaillez aux US, c'est très important pour vous. Je remets les slides pour finir vite fait. En conclusion, j'espère vous avoir démontré que c'est beaucoup plus facile de tester l'accessibilité que ce que vous pensiez avant de venir ici. Vous avez fait découvrir un outil qui vous permet de faire des tests en localhost en envoyant des fragments SRC. Même si je ne suis pas resté en détail sur le script qui avait deux parties, une partie analyse URL qui fonctionne par URL public et l'autre qui fonctionne par fragment. Dynamiquement avec Selenium ou Tenon Monitor Script, ou dans une chaîne d'intégration continue. Je n'ai pas présenté Amos Y qui est le script d'Adiosmani pour utiliser la Chrome DevTool, mais ça permet déjà d'avoir cette vue-là, celle de Chrome DevTool, Accessibility Extension, en scripté automatiquement. C'est assez intéressant. Par contre, il faut mettre ça sur une vue où vous avez Selenium installé. Il y a des concurrents, évidemment. L'un des plus connus, en tout cas en France, c'est Tanaguru. Il a un pricing assez similaire. Ça va être une spécification RGAA et non pas section 508, plus proche de nous encore une fois. Il dispose d'un crawler automatique, vous lui donnez votre point d'entrée et il crawl votre site. Le problème, c'est qu'il n'a pas de navigateur, donc ça va rester très statique comme analyse si vous l'utilisez tel quel. Il y a aussi une API pour envoyer vos propres fragments, il va falloir faire un peu plus de travail à la main pour l'utiliser. Et surtout, il y a Askatasun. Alors Tanaguru, c'était une ancienne start-up française. Elle a connu des déboires que beaucoup de start-up ont connu. Et les deux fondateurs, à un moment donné, se sont fait virer de leur propre start-up, pour ainsi dire. Et donc ils ont fait un fork de leur propre application qui s'appelle Askatasun, qui est open source, donc gratuite. Ils ont un container Docker plug and play pour utiliser leur application. Donc vous pouvez faire du self-hosted, c'est assez intéressant. Par contre, vous allez avoir la même problématique que Tanaguru sur l'absence de navigateur NS. Accessoirement, ils ont rajouté un audit SEO, ce qui peut être assez intéressant aussi. Et d'autres outils qui donc Function Accessibility Evaluator, je l'ai mis là parce que l'intérêt c'est qu'il est fait par des universitaires, donc des gens pas intéressés par l'argent. C'est pareil, il est gratuit. Et surtout qui vont dans la complétude. L'audit est très exhaustif. Avoir 100% de conformité avec FAE, c'est quasiment impossible. Par contre, c'est uniquement online, c'est vraiment un site. J'en ai testé d'autres, soit ils étaient inutilisables, soit l'audit était vraiment peu pertinent.
Ceux-là sont vraiment ceux qui m'ont le plus plu après Tenon. Mais Ask-Atlassian a vraiment l'intérêt self-hosted qui peut mériter de lui donner une chance si vous voulez soit pas payer, soit garder vos informations si vous êtes sur un intranet confidentiel chez vous. Par contre, il va falloir faire la partie automatique un petit peu à la main. C'est intéressant. Hop, voilà. Quelques ressources, le site de Tenon.io, le site de la Chrome Accessibility DevTools, la loi française sur l'accessibilité, savoir si vous êtes concerné ou pas, probablement pas, et bien sûr le site du W3C qui va lister les outils. Merci à vous tous de m'avoir écouté, merci à Grégory et Nicolas de m'avoir offert cette tribune pour parler un petit peu d'accessibilité pour changer. À Karl de Tenon.io pour m'avoir donné les moyens de faire ma démo, parce que vu que le compte trial ne dure pas longtemps, le mien est soldé depuis longtemps. Et surtout à Adi Osmani, c'est lui qui m'a fait découvrir ce Tenon.io l'année dernière lors d'une vidéo sur la chaîne YouTube. Il l'a présenté en disant que c'est simple pour faire des audits d'accessibilité, et c'est vrai que c'est très plug and play. En 10 minutes, on peut tester un site selon le critère d'accessibilité. Il faut encore en avoir besoin, mais c'est bien. Une magnifique image de tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les couleurs sont mauvaises, c'est une image qui contient du texte, c'est parfaitement inaccessible. C'est un petit autotroll pour finir. Merci.